Alors bonjour à tous, vous m'entendez tous? J'ai pas besoin du micro, si peut-être? Je sais pas. Vous m'entendez au fond ou pas? Bon, très bien. J'ai pas une voix qui porte énormément, donc c'est pour ça, si vous m'entendez pas, il faut me le dire. Alors une petite rectification sur cette magnifique présentation élogieuse que tu m'as fait, Maxime, c'est que je ne vais pas vous parler uniquement de ce qui s'est passé récemment en Italie, je vais essayer plutôt, c'est le titre de la conférence, c'est l'identité italienne, de mettre une perspective historique et géopolitique pour essayer de cerner quel est véritablement le caractère et l'identité politique de l'Italie, pour essayer de mieux comprendre justement ce qui s'est passé récemment, et pour ensuite peut-être voir qu'est-ce qui pourrait s'y passer. Alors moi je suis vraiment ravi de voir que vous avez échangé un Japon-Belgique qui se présentait pas très bien pour venir entendre parler d'un pays qui lui n'est pas dans la compétition. Sachez que pour cette conférence, nous allons procéder sur 3 étapes. C'est que nous allons d'abord parcourir l'histoire de l'Italie, ça va prendre une assez belle partie. Ensuite, nous allons comprendre ce qui s'est passé avant les élections et ce on peut en déduire maintenant par rapport au nouveau gouvernement qui a été mis en place maintenant depuis 1 mois et demi et dans quelle direction il va. Donc pour commencer, la géopolitique, comme le disait Yves Lacoste, c'est l'analyse des conflits sur un territoire. Moi je trouve que c'est une définition qui est un peu trop spéculative, qui est un peu trop opérative, et qu'il faudrait la compléter avec une autre, qui est celle-ci, qui est la géopolitique, c'est la compréhension des contingences pour comprendre les permanences, et peut-être même vice-versa. C'est l'objectif que je vous ai exposé de cette conférence. Et je vais commencer ça n'a pas l'intention d'être une conférence professorale, parce que je n'en aurai même pas la légitimité ni la capacité, mais ce sera plus une conversation amicale entre nous, et ensuite vous aurez la place pour les questions. Donc l'Italie, selon Metternich, qui était le grand politicien autrichien, donc assez hostile à l'Italie historiquement, disait que l'Italie est une expression géographique. C'est en partie vrai. En effet, l'Italie tire son nom de Vitelliu, qui veut dire veau en ancienne langue italique, et qui est symbolisé par le taureau italique des peuples de Calabre, qui était censé détruire la Louve romaine au moment de l'expansion romaine, au début de l'expansion romaine. Et vous savez que déjà, dans l'Italie pré-romaine, nous avons déjà un éclatement de la péninsule. La géographie, la cohérence de la géographie italienne ne va absolument pas de soi. Et Rome naît entre... Je voulais vous faire un PowerPoint, j'ai eu un problème technique, donc je ne peux pas vous proposer de carte, mais je pense que vous avez tous en tête la péninsule italienne. Vous avez la Magna Grecia, c'est-à-dire la Grande Grèce au sud de l'Italie. Vous avez les peuples italiques, vous avez Rome et vous avez les Étrusques. Et chez les Romains, lorsqu'ils prendront la totalité de la péninsule, déjà, encore là, malgré le fait que l'Italie est sous une seule coupe, la péninsule ne va pas de soi. Et pendant longtemps, la conscience romaine, c'est l'Italie s'arrête au Rubicon, c'est-à-dire ce qui serait aujourd'hui à peu près entre l'Émilie-Romagne et la Toscane. Il faudra attendre très longtemps, il faudra attendre Pline l'Ancien, peut-être même Tite-Live, pour qu'on se rende compte de la cohérence que l'Italie est peut-être une péninsule qui va de la Sicile aux Apennins. Lapsus révélateur, aux Alpes. Je parlerai des Apennins ensuite. Ce qu'il faut comprendre, et j'y tiens énormément à ce point, c'est que l'Italie, si on la regarde sur une carte politique, sur une carte météorologique, on voit simplement une botte qui a sa logique, qui est droite. Si, en revanche, on prend une carte européenne ou une carte mondiale, on se rend compte que l'Italie n'est pas droite sur un axe. Elle est penchée, elle est même extrêmement penchée, elle est parallèle par rapport aux Balkans. Ce qui fait que la géographie italienne, de par son sol elle-même, de par sa présence elle-même, n'est pas réellement un nord et un sud, elle est un orient et un occident d'abord, au niveau international. Ça, c'est un point qu'il va falloir retenir parce qu'il est très important pour cette conférence. C'est un Orient et un Occident, et l'on remarque que Rome, si l'on regarde sur une ligne droite,
c'est très étonnant. Rome est sur la ligne, sur une ligne verticale qui lui fait rencontrer Oslo. Si on prend Naples, Naples est plus à l'est, je vais dans votre sens à vous, Naples est plus à l'est que Venise. Si vous prenez la ville la plus à l'est de l'Italie, dans les Pouilles, Otranto, au Trente, elle est sur la même ligne que Gdansk en Pologne et que Budapest en Hongrie. Donc ça vous montre déjà qu'en réalité, il n'y a pas un nord et un sud, il y a un nord-ouest qui lui est naturellement tourné vers l'Europe. Vous allez voir le pourquoi je vous dis tout cela. Donc vers les influences françaises, les influences autrichiennes, les influences allemandes, espagnoles, etc. Et un sud-est qui lui est tourné vers les Balkans, vers les Orients et même vers l'Inde. Ça, c'est au niveau international, au niveau géopolitique international. Au niveau interne, l'Italie est un nord et un sud, comme on vous l'a toujours expliqué, du fait de ses réalités socio-économiques. Mais l'Italie est aussi un est et un ouest, car c'est le lapsus que j'ai fait tout à l'heure. Il y a cette colonne vertébrale des Apennins qui la coupe en deux, qui la scinde en deux, depuis la Padane jusqu'en Calabre et même en Sicile. Et c'est une fracture qui va être millénaire pour l'histoire italienne, car entre l'Est et l'Ouest, parfois il n'y aura même pas de rapport. Dante parlera de cette terrible épinée dorsale qui empêche l'Italie d'exister. Leopardi parlera de ces collines bâtardes, parce qu'elles ne sont pas assez grandes pour être des montagnes, et elles ne sont pas assez basses pour être que des simples collines sans problème. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est dont on nous parlera tout à l'heure un peu plus longuement, il va y avoir deux pôles qui vont se créer, une polarité qui va se créer en Italie, qui va être le Moyen-Âge entre Gênes et Venise. Et ce Moyen-Âge entre Gênes et Venise, c'est la pure fracture entre ces deux Italies-là. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça ne prend pas en compte le nord-est, le nord-sud. Certes, mais Venise est une puissance orientale, et nous allons le voir encore aujourd'hui, puisque c'est par Venise, et peut-être même plutôt par Trieste, que la route de la soie va passer demain. Ce qui montre que l'Italie, de ce côté-là, est tournée vers l'Orient. Gênes, elle, est vers les Amériques. Gênes, elle, est vers l'Espagne, vers le Portugal, etc., etc. Et finalement, je vais vous parler d'un livre qui n'a pas été traduit en français, malheureusement, qui est d'un certain Ernesto Galli della Loggia. Et j'ai oublié de vous dire que le titre de cette conférence, L'identité italienne, c'est pour faire écho à un hommage à ce livre-ci. L'auteur, c'est un journaliste au Corriere della Sera, comme quoi il y a encore du très bon journalisme en Italie, de temps en temps. Et il explique parfaitement comment... C'est un livre dont je me suis beaucoup inspiré pour cette conversation avec vous. C'est un livre qui montre parfaitement comment le sud, donc le sud, rappelez-vous toujours, le sud-est, est fondamental, et il est même une boussole pour l'histoire italienne, parce que lui a toujours été méditerranéen. L'Italie, c'est la Méditerranée. Et le sud a toujours compris le rôle fondamental de l'Italie en Méditerranée. Le nord, pas toujours. Et ce n'est que lorsque la puissance génoise et vénitienne s'étaleront dans le monde grâce aux mers, et qu'un jour ou l'autre, elles commenceront à regarder vers les terres, que l'Italie prendra la conscience d'être une péninsule. Donc c'est par la mer, c'est par la Méditerranéité, que l'Italie prend conscience d'être un sol commun. Et ça, c'est une des dialectiques, ou un des paradoxes, comme on voudra, nombreux de l'Italie. Alors on pourrait dire que c'est une géographie qui est une pure condamnation, parce que l'on remarque qu'aujourd'hui, la France et l'Italie, c'est à peu près la même population. On tourne autour de 60-65 millions d'habitants. À la différence que la France, c'est exactement le double de superficie de l'Italie. Donc vous vous rendez compte, la concentration italienne est bien plus double que celle française. Et à la différence de la France, qui est un grand champ, qui est un énorme champ, l'Italie, c'est un territoire extrêmement ramassé, extrêmement exigu, extrêmement peu apte à la platitude, donc à l'agriculture, puisqu'il est extrêmement vallonné, il est extrêmement montagneux. Parfois même, les montagnes vont directement dans l'eau si on regarde la côte adriatique. Ce qui fait que cela va pousser à certaines caractéristiques du caractère italien et de l'anthropologie italienne. Et c'est pour ça que je vais vous citer une phrase qui est issue de ce livre et qui va être un peu l'épine dorsale de notre conversation. Je vous la lis in extenso.
Il y a 3 points qu'il faudra parfaitement retenir. Elle est courte. Hein. C'est essentiellement, oui, parce que juste pour vous introduire, j'ai oublié, ce sol, donc, il est extrêmement pauvre, il est pauvre en richesse, et donc il n'est pas apte à l'agriculture, rappelez-vous toujours. C'est essentiellement une pauvreté paysanne, qui restera telle jusqu'à la moitié du XXe siècle. Outre son image, elle marque profondément l'identité du pays et de l'anthropologie de ses habitants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La présence d'un contexte agricole capable de produire un surplus, mais uniquement au moyen d'une difficile intervention humaine, sollicite par exemple, d'un côté, l'émergence de capacités manipulatives, de connaissances techniques diffuses et de matériaux, d'inventivité qui sont toutes à l'origine d'une traditionnelle excellence italienne dans les activités artisanales et dans le dessin. Et de l'autre, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de dessin? Vous allez voir. Et de l'autre, une très italienne art de la débrouillardise, où la conscience de ne devoir compter exclusivement que sur ses talents personnels et sur ses propres ressources. C'est dans cette antique misère paysanne qu'a fleuri la célèbre fourberie italienne, substance de diverses facultés de la péninsule, visage populaire et captivant pour ceux qui veulent bien s'en captiver, du machiavélisme de ses classes dirigeantes. Donc, c'est ce que je vous demande de vous souvenir. Pauvreté, donc, qui oblige par la stimulation à essayer de maîtriser les techniques bien avant tout le monde, et c'est pour ça que l'Italie va maîtriser l'agriculture, les techniques agricoles, au début de l'Antiquité, bien avant le reste de l'Europe, parce que ce territoire ramassé l'oblige, et la technique pousse à l'artisanat. L'Italie est un peuple artisan, ce n'est pas un peuple agricole, c'est un peuple artisan. Et l'artisanat est le parent de l'art. Et ça aussi, c'est un point important à retenir pour le reste de la conférence. Enfin, cet esprit de débrouillardise qui lui vient de cette pauvreté fait que l'Italie est une longue histoire en montagne russe, pourrait-on dire, d'âge d'or et de décadence, mais qui est toujours marquée par quelque chose, c'est la faculté de se débrouiller avec des ficelles et des petits morceaux de bois. Alors, est-ce que c'est une géographie qui maudite des dieux? Oui, d'une certaine manière, parce que l'Italie, c'est une succession d'invasions. C'est une succession de guerres internes, mais c'est une succession d'invasions. On a eu les Grecs, évidemment. Ensuite, il y a eu l'hégémonie romaine qui est italienne. On a eu les Gaulois. On a eu les invasions germaniques. On a eu les Visigoths. On a eu les Ostrogoths. On a eu les Arabes qui ont même implanté un califat à Bari, dans les Pouilles, ce qui aujourd'hui est en donne plus d'un. On a eu les Espagnols, on a eu les Français à plusieurs reprises, on a eu les Angevins, on a eu les Allemands, les Lombards, et on pourrait peut-être même dire les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait appeler ça même aussi une invasion. En tout cas, l'Italie est, de par sa position géographique extrêmement forte lorsqu'elle est forte elle-même, et extrêmement faible, c'est une faiblesse, lorsqu'elle-même est divisée contre elle-même, est une condamnation des dieux, mais en même temps, le fait de ne jamais avoir été colonisé par la même puissance, par la même hégémonie au même moment, fait que toutes les contradictions internes de ce pays n'ont jamais pu rejaillir de manière homogène, ce qui a fait que l'Italie, toutes les fois qu'elle aurait pu perdre la possibilité d'être unie, ne l'a pas été. On en vient à l'Italie aux 1000 visages. L'Italie aux 1000 visages, ça veut dire l'Italie aux 1000 villes. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Italie, ce n'est pas un pays très homogène. Il y a plusieurs dizaines d'Italiens différents, il y a plusieurs dizaines de patois, de langues différentes. Jusqu'en 1920, 95% de la population parle autre chose que l'italien. Et c'est ça qui fait la diversité de ses cultures, de ses traditions, de sa musique, de sa cuisine, etc., etc., etc. D'où ça vient? Il y a un livre très intéressant qui est aux éditions Champ de Flammarion, d'un certain Jean-Michel David, qui est très bien, qui s'appelle La romanisation de l'Italie et qui explique un thème qui revient un peu à la mode, j'ai remarqué en ce moment, je ne sais pas pourquoi, sur le modèle de l'URPS, le modèle de la ville italienne, le modèle romain de Rome, que Rome va exporter dans tout le reste de l'Italie, pendant tout l'Empire romain, va exporter dans le reste de l'Empire évidemment, mais avec la péninsule, l'Empire romain a une politique assez particulière, parce qu'au lieu d'imposer des provinces, comme dans le reste de l'Empire, elle va imposer ce qu'on a appelé des feudus, donc on entend déjà la racine du terme, qui est traductible par pacte,
et des societas qui sont des alliances, et qui marchent fondamentalement sur un point, là aussi qui est crucial pour comprendre l'identité italienne, qui est l'absence d'État chronique de l'histoire italienne fait que sa structure de vie, c'est la structure familio-oligarchique. Et c'est là-dessus que Rome en réalité gouverne. Et lorsqu'elle va exporter le modèle urbain de Rome dans la péninsule, elle va créer une certaine homogénéité. Mais c'est une homogénéité qui a énormément de liberté, c'est-à-dire qu'on a déjà des prémices de ce qui deviendra ensuite le Moyen-Âge, avec les feodus, ce dont je vous disais tout à l'heure, le système féodal. Et on a même, ça c'est une idée à moi, mais on a même déjà une esquisse de ce qui deviendra ce que Rousseau, après Hobbes, se dira le contrat social. C'est là aussi qu'apparaît une autre particularité italienne que l'on retrouvera, vous allez voir, à Florence, à Rome et même aujourd'hui, en ce moment, quand on est en train de parler, c'est l'ambiguïté du régime. En Italie, il y a toujours une dynamique qui fait que l'action prévoit souvent la pensée. Vous savez, il y avait la maxime romaine qui disait « ce qui n'est pas dans les documents n'existe pas dans la réalité ». C'est ça qui a fait qu'il y a une grande tradition de juristes en Italie. Mais en réalité, la figure, par exemple, d'Auguste est très intéressante. Auguste, il est a posteriori un empereur, mais il se présente comme le premier des citoyens continuateurs de la République romaine. Il est un dictateur qui ne dit pas son nom dans l'acception ancienne grecque. Et en réalité, il est quelque chose qui ressemble plutôt à la monarchie, tellement on nie dans la République à l'époque quand elle passe à l'Empire. Et c'est un point que je vous dis, on va revoir très souvent dans l'histoire où on a des régimes qui marchent, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop la forme qu'ils ont, mais puisqu'ils marchent, on va les laisser comme ça. Et ça, c'est, je pense, on parle souvent du pragmatisme du flegme anglo-saxon, mais il y a un pragmatisme méditerranéen, la France en a un, mais l'Italie est aussi très représentante de ce pragmatisme politique méditerranéen. Je passe très vite parce qu'évidemment, on n'a pas énormément de temps. Moi, si vous me lancez sur ce genre de sujet, je pars pendant des heures. Brodel, dans ce livre absolument fantastique et que je vous conseille à plus d'un titre qui s'appelle « Le modèle italien », a cette phrase merveilleuse « Une Méditerranée prospère, c'est une Italie prospère ». Et on pourrait dire même « Une Italie prospère, c'est une Méditerranée prospère ». C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la place géographique de l'Italie fait qu'elle est, d'une certaine manière, l'identité prépondérante, ou en tout cas la Méditerranée ne peut pas faire sans l'Italie. Pourquoi ? Vous allez me dire, oui, mais à la chute de l'Empire romain, l'Italie n'existe plus jusqu'à l'existence de l'Italie. Non. L'Italie a, dans son histoire, en réalité n'est jamais vraiment sortie de l'histoire. Ce sera une conclusion, mais d'une certaine manière, même lorsqu'elle n'est pas à l'apogée, ou lorsque cet apogée ne se voit pas, elle est toujours à l'angle de l'histoire. Et on va aborder maintenant le Moyen-Âge italien. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que vous avez tous peut-être en souvenir le pape Urbain quand il appelle les croisades, quand il en appelle aux croisades. On a toujours dit, bon, certes, il y a les objectifs religieux, mais il y a aussi des objectifs politiques, c'est-à-dire que cette Europe qui bout d'énergie et qui a un besoin extrême de lutter l'une contre l'autre, les unes contre les autres, on va essayer de les refouler en Terre Sainte, à l'extérieur de l'Europe, pour que ces forces belliqueuses ne détruisent pas l'Europe. Mais je pense que le pape Urbain fait aussi un autre calcul qui est économique, puisqu'il va se rendre compte qu'évidemment, en lançant les croisades pour la reconquête des Terres Saintes, la première croisade va passer par les terres. Il va passer d'ailleurs par l'Italie, par le nord de l'Italie, pour ensuite aller en Grèce, etc., à l'Empire byzantin. Mais lorsqu'on va se rendre compte que c'est peut-être un peu long de passer par la terre, on va dire qu'il faut peut-être passer par la mer. Et passer par la mer veut dire embarquer par l'Italie. L'Italie va prospérer pendant toute la période des premières croisades parce qu'on s'embarque depuis l'Italie. Et donc les ports italiens vont commencer à être un point extrêmement important de la vie italienne, de la vie guerrière et politique italienne, et donc de la vie économique italienne. Et là, c'est la fameuse période 1300-1650 qui est l'âge d'or des Italiens.
Et c'est le grand Moyen-Âge italien qui nous donnera la Renaissance. Alors, il faut savoir, et Laurent, vous l'aviez très bien dit une fois, c'est que lorsque l'on parle de France, en France de Renaissance, l'on parle de la fin de la guerre de 100 ans. En Italie, ça fait déjà un siècle que Giotto a déjà commencé son travail et que la Renaissance est déjà un fait depuis un siècle. Et à ce moment-là, la découverte des Amériques va être un chamboulement terrible. Parce que la découverte des Amériques, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est le pivot qui va faire que le monde va changer de centre et va passer de la Méditerranée à l'Atlantique. Ce qui fait que normalement, vous devriez me dire, tout ce que tu es en train de dire ne vaut plus rien puisque l'Italie disparaît. L'Italie, si elle est le centre de la Méditerranée, perd totalement toute sa puissance. Eh ben non. Mais non. Et c'est encore une fois Braudel qui le montre de manière extraordinaire. Parce que ce lent pivot de décentralisation de la Méditerranée vers l'Atlantique va mettre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et qui va en profiter dans l'angle de tout le monde? L'Italie. C'est une image qu'il a... Ah oui, j'ai oublié de vous citer cette très belle phrase, j'oublie, je vous la rajoute quand même, c'est Michelet qui disait, pour vous donner une idée de ce qu'était la position géographique italienne, « Cette Italie jetée au milieu de la Méditerranée comme une proie aux éléments et à toutes les races d'hommes. » Mais de toute façon, ça va revenir dans la conversation. Braudel a une image qui est intéressante, il dit les Amériques, c'est la guerre entre la tortue et le lièvre. Le lièvre étant les villes-États, les cités-États italiennes, héritées de l'Empire romain et de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et les tortues sont les grands États monarchiques, qui ne vont pas bénéficier immédiatement de la découverte des Amériques, parce que c'est l'Italie qui va le faire, et qui ensuite, du fait qu'elles sont sur la côte atlantique, vont pouvoir en bénéficier. D'abord l'Espagne et le Portugal, puis plus tard la France et l'Angleterre. Mais pendant ce temps-là, Bandello, en 1515, pouvait se permettre de dire « On répète à longueur de journée que les Espagnols et les Portugais, je vais me faire des ennemis parmi les amis que j'ai spécialistes sur l'Espagne et le Portugal, mais qu'ils m'écoutent quand même. On répète à longueur de journée que l'Espagne et le Portugal ont découvert le Nouveau Monde, alors que nous, les Italiens, leur avons les premiers ouvert la voie. » Et de fait, tout le monde connaît Colomb et Vespucci, mais il y a aussi Cadamosto, il y avait Verrazzano. Et lorsque Vasco de Gama découvre la meilleure route maritime pour aller en Inde, qui est-ce qu'il découvre en premier en Inde? Des familles vénitiennes, qui étaient là largement installées, en train de faire leur commerce. À côté de ça, on parle toujours de la reconquête espagnole de l'Ibérie par les Espagnols sur l'Empire musulman. Ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que les familles génoises sont déjà installées du côté de Séville depuis très longtemps, et que c'est elles qui ont déjà créé un pont entre la chrétienté et les musulmans depuis longtemps, et que finalement la reconquête est déjà acquise dans les esprits et dans les bourses chrétiennes et musulmanes. À ce moment-là, les familles italiennes sont absolument partout. Et c'est une conversation qu'on devrait avoir ensemble, cher Laurent, parce que lorsque vous parlez de la puissance réticulaire qu'aura le monde anglo-saxon, en se rendant compte qu'il ne suffit pas, ou plutôt qu'il est inutile de coloniser des terres, parce que ça rapporte plus d'ennuis que de richesses, l'Angleterre va faire ce raisonnement très intéressant d'avoir un empire de comptoir, un empire où on contrôle des routes. Comme ça, on a les avantages, mais on n'a pas les inconvénients. Mais en fait, l'Italie le fait déjà. Le fait déjà en Méditerranée, puis avec le commerce américain. Et pourquoi avec le commerce américain? Il est peut-être temps que je vous l'explique depuis que je vous en parle. C'est que Venise fait ses choux gras pendant les croisades. C'est ça le but de ma conférence en réalité. C'est de vous montrer que l'Italie, c'est un carrefour intérieur et c'est un carrefour mondial. C'est une puissance qui sera toujours, quoi qu'il arrive, une entrée de l'Occident vers l'Orient et une entrée de l'Europe vers l'Afrique. C'est pour ça que ça nous renvoie à ce qui est en train de se passer tout à l'heure. Ce qui est en train de se passer en ce moment et que nous verrons tout à l'heure, pardon. Venise est vers l'Orient et Gênes, la puissance de Gênes, c'est les Amériques. Pourquoi? Parce que les Espagnols et les Portugais vont coloniser. Mais pour aller coloniser, il faut des crédits à long terme. Et ça, la grande monarchie espagnole ou la monarchie portugaise ne peut pas se le permettre. Qui peut se le permettre? Les Génois et les Vénitiens par leur réseau bancaire. Et deuxièmement, la découverte des Amériques, c'est la redécouverte de l'or. L'or qu'il n'y avait plus en Europe, et l'argent.
dont toutes les mines avaient quasiment été exploitées en Europe. Les États-Unis, c'est une quantité massive d'or qui est réinjectée en Europe. Mais pour la réinjecter dans l'Europe, il faut un réseau bancaire pour la distribuer. Qui c'est qui va s'en occuper? C'est le réseau bancaire génois, vénitien et plus tard florentin. Ah, fallait me le dire avant. Comme ça marche, non? Comment il marche? Comme ça? Comme ça marche? Faut pas hésiter à hurler. Hein. Maintenant, je peux parler très bas. C'est très bien. Federico Melis... ah oui, c'est vrai que c'est mieux. Federico Melis disait que le capitalisme italien a dominé le monde par des déplacements brusques et massifs de ses forces. Un bon exemple, c'est les foires de Lyon, parce que ça touche aussi la France, bien évidemment. Les foires de Lyon qui ont été données, qui démarrent la grande puissance économique de Louis XI, les grands avantages qui ont été donnés aux foires de Lyon par Louis XI, c'est les Florentins qui vont en bénéficier largement. Et Braudel dit, c'est même les Florentins qui créeront la puissance brusque et durable de la ville de Lyon. Donc vous voyez, les familles italiennes sont partout. Elles sont dans la Hanse, elles sont à Bruges, elles sont à Londres avec les Peruzzi, avec les Bardi, au point que, et encore une fois je vous cite Braudel parce qu'au moins, c'est pas moi qui le dis, c'est Braudel. Cette Europe réformée du Nord, qui va devenir un espace prépondérant du monde, a été longtemps une sorte d'Europe coloniale que la Rome médiévale a gourmandée, éduquée, exploitée. Je pense que ça n'amène pas de commentaires. Il y a une énorme confusion pour autant en interne de l'Italie. Il y a énormément de conquêtes, et de guerres civiles, si on peut appeler ça des guerres civiles. Je fais court, mais on n'a pas la même acception du terme d'occupation depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'au Moyen-Âge. Lorsque l'Espagne tient l'Italie, on parle de quelques garnisons, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de conflit réel, d'autant que les armées se payent. Ce ne sont pas des armées nationales. Et l'Italie a cette particularité, c'est que les mercenaires, on les paye, mais souvent on ne fait pas la guerre, parce que ça coûte trop cher. Donc on fait semblant, on dit aux deux villes qui s'affrontent qu'on a fait la guerre. En réalité, on a fait deux tours de sabre. On s'est arrangé entre nous derrière la Seine, et on vient victorieux ou perdant dans la ville qui est la sienne. Ce qui est important, c'est qu'il y a une forte dialectique entre une extrême violence. Quand Florence prend Pise, c'est d'une extrême brutalité. Quand les Allemands tombent sur Rome, c'est une extrême brutalité. Quand Rome détruit Prato pour faire peur à Florence, c'est d'une extrême brutalité. Ce mouvement va créer une espèce de force centrifuge qui va être, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la question de l'art, la question de l'artisanat et de l'art. On a en Italie des personnages comme De Vinci, comme Brunelleschi, qui a fait le dôme de Florence. Vous avez De Vinci, je l'ai cité, vous avez Michel-Ange, qui sont des hommes totaux, c'est-à-dire, vous avez même Machiavel. Vous avez des hommes totaux qui sont capables de maîtriser la politique, la philosophie, les sciences, l'architecture, le dessin. Brunelleschi qui était orfèvre de son métier. Et il y a cette citation d'Orson Welles dans Le Troisième Homme qui est très belle. Pendant 30 ans en Italie, on a eu les Borgia, on a eu la guerre, on a eu la terreur, on a eu des meurtres, des massacres. Mais cela a donné quoi? Ça a donné Michel-Ange, que je vous disais, De Vinci, et la Renaissance. En Suisse, je suis désolé pour les Suisses, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. En Suisse, ils ont eu 500 ans d'amour, de fraternel, de démocratie, de paix. Et qu'est-ce que ça a donné? L'horloge à coucou. Donc vous voyez que cette force extrêmement brutale est toujours un stimuli pour l'intellect et fait de l'Italie ce pays artisan qui va nous donner ce que Auguste Bailly disait dans un excellent livre absolument splendide sur la Florence des Médicis, concilier art et science, tel est le génie italien, telle est l'identité italienne. On en vient à la guerre Florence-Rome qui est toujours d'actualité. Pas entre Florence et Rome évidemment, mais qui a toujours des répercussions aujourd'hui en 2018. Il faut savoir que ces cités-États s'affrontent continuellement, mais pas que sur le terrain évidemment guerrier, puisque comme je viens de vous le dire, l'Italie invente d'une certaine manière le soft power. Ne règne la famille qui est capable de donner une fierté à son peuple, et donc pour cela, il faut payer des artisans et payer des peintres, des sculpteurs. Les Borgia, les Médicis arrivent au pouvoir parce qu'ils donnent une fierté à Florence. De ce point de vue-là, il y a aussi un affrontement métaphysique.
parce qu'au moment où Rome retrouve sa puissance et sa deuxième beauté avec l'empereur, voilà, donc gaffe, mais qui veut tout dire, avec son pape Jules II, le dogme va s'endurcir et va, si vous voulez, le dogme catholique va devenir vraiment, pour le coup, une arme de l'appareil d'État Vatican. Pendant ce temps-là, la Florence, elle, de la Renaissance, elle est d'estampes gréco-romaines, elle est même plutôt grecque. Il faut bien comprendre qu'il y a une petite légende qui, moi, me plaît beaucoup, je ne sais pas si elle est vraie, mais qui dit que Rome, lorsqu'elle a été fondée, a reçu un deuxième baptême. Et elle a un nom ésotérique qui serait Flora. Le deuxième nom de Rome serait Flora. Et c'est pour ça que lorsque l'Empire romain se scinde en deux, rappelez-vous, hein, toujours Occident-Orient, hein, là on a la matérialisation de cela avec l'Empire d'Orient. L'Empire d'Orient prend l'insigne impérial de l'aigle avec la double tête et place sa capitale à Byzance. Byzance, bis Sansio, qui veut dire deuxième fleur. Sansio en grec, l'étymologie c'est fleur. Lorsque Constantinople tombe sous le coup du joug des Ottomans, toute l'intelligentsia byzantine, où est-ce qu'elle se réfugie? À Florence, en emportant la redécouverte du savoir gréco-romain dans la ville de Florence. Florence, Flore. Et quel est le symbole de Florence? C'est le lys. Donc finalement, c'est Florence la troisième Rome. Évidemment, la Russie, bon, chacun revendiquera ce titre, mais pendant une certaine période, effectivement, Florence est la véritable troisième Rome. Et cela nous donnera un système politico, j'allais dire même religieux, où la Florence de la Renaissance est d'estampes catholico-païennes. Où on a des Marsilles-Ficin, où on a des Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, qui est le premier encyclopédiste moderne, qui a pour but de réunir toute la connaissance de l'époque, c'est-à-dire chrétienne, juive et musulmane. C'est encore une fois un passage entre l'Occident et l'Orient. L'Italie est toujours la porte. Je passe vite, l'effondrement très lent, mais assuré de cette puissance va se faire pour plusieurs raisons. Les banqueroutes espagnoles et portugaises que les banques vénitiennes et génoises vont devoir absorber. Les familles italiennes perdent de la place, même la mode qui était italienne passe à la mode parisienne. La route de la Hollande vers l'Espagne est coupée. Ce qui est intéressant ici et que je veux vous démontrer, c'est qu'il va y avoir un mouvement d'accordéon. C'est cela dont l'Italie est capable. C'est-à-dire que du moment où sa puissance extérieure va se rétrécir, elle est capable de repartir à zéro sur ses terres. Chose que par exemple la Castille, au même moment, au XVe siècle, n'est pas capable de faire, puisque quand sa puissance internationale chutera, l'élite castillane, n'ayant pas prévu le coup et ayant délaissé son agriculture, va mourir vraiment de faim. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, d'échoir. En Italie, ce n'est pas le cas. Et il va y avoir un système de reféodalisation qui est permis par le fait, je vous rappelle toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la Rome, qui exporte les villes, mais qui n'est jamais vraiment coupée de sa campagne. C'est-à-dire que la limite entre l'urbanisation et la campagne est très ténue, au point que la peste va toucher de manière moindre l'Italie, parce que les gens peuvent se réfugier en campagne. Et ça, c'est un point très important, à mes yeux, parce que quoi qu'il arrive, l'Italie mange toujours de son pain et mange toujours de son grain, même en temps de vache maigre. Et ça nous donne un point d'accroche sur l'élite, les élites italiennes. L'identité des élites italiennes est particulière parce qu'elle va à rebrousse-poil des élites européennes. Au moment du florilège des seigneuries et de la chevalerie française et allemande, il faut savoir que l'Italie, nous on parle toujours de l'accession de la civilisation bourgeoise au moment de la Révolution de 1789, mais en Italie, ça fait déjà depuis le XIIIe siècle qu'on est dans une civilisation bourgeoise. Parce que, encore une fois, Florence est un bon exemple. L'aristocratie a été foutue dehors et de manière extrêmement brutale, extrêmement rapidement. Il va y avoir le régime des Gonfalonieri et ensuite les Médicis. Et les Médicis, c'est quoi? Quand je vous disais tout à l'heure, Auguste, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais comme de Médicis, on ne sait pas ce que c'est.
Parce qu'il arrive dans une Florence républicaine, mais il tient le pouvoir de manière financière, il se promène en tenue de banquier, c'est-à-dire en tenue normale, en tenue civile. Il n'a pas l'apparat du pouvoir, il n'a qu'un balcon comme trône. Il n'est pas un roi, il n'est pas un empereur, pourtant c'est une dictature. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Et c'est un point qu'on retrouvera plus tard, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais par exemple sous l'ère du fascisme. Le fascisme, d'un point de vue constitutionnel, on ne sait pas ce que c'est. Je vous en parlais tout à l'heure. Je disais donc l'identité des élites italiennes, ça c'est un point subjectif, hein. Je vous demande absolument pas de me croire et je suis absolument ouvert à tout débat. C'est le fait que la bourgeoisie ait eu accès au pouvoir extrêmement rapidement et le fait que les villes et les campagnes ne soient pas très séparées, que la culture, elle est ascendante et elle n'est pas descendante en Italie. Par exemple, comme en France, où le centralisme monarchique fait que la littérature, la philosophie, la politique, la manière de voir le monde vient des élites et ruisselle vers le bas et donne une conscience nationale et une unité. En Italie, c'est plutôt l'inverse. En Italie, c'est plutôt l'inverse parce qu'il y a, finalement, les élites ne sont pas vraiment totalement et toujours coupées de la base et des masses. Et ça, c'est encore un point que nous allons rappeler dans ce qui se passe en ce moment. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un film italien qui s'inscrit dans vous savez, la tradition du grand cinéma italien tragicomique des années 70-80, où c'est un marquis de l'aristocratie romaine dans une Rome vaticane au début du 19e siècle, qui est un peu ennuyeuse pour lui, etc. Il n'attend qu'une chose, il n'espère qu'une chose, c'est d'attendre le soir pour prendre des habits de carbonaro, c'est-à-dire de pré-prolétaire romain, et d'aller manger la cuisine prolétaire romaine et d'aller écouter les musiques romaines. Et pour aller jouer aux cartes avec le peuple romain et parler justement avec son accent. Pour ne pas avoir à se coltiner les dîners avec les troupes d'occupation napoléoniennes. C'est un point, par exemple, qu'on va retrouver avec, moi je trouve, avec le foot. Je riais tout à l'heure quand je parlais du mondial, mais Michéa a écrit 2 livres très intéressants sur la question, sur le fait qu'en France, finalement, on a une culture d'élite du sport. Quand on passe d'une classe sociale à une autre, on change de sport. On a une vision qui est parcellisée, vous voyez. Et il y a une distance entre l'élite et son peuple. Les travaux de Todd en parlent beaucoup aussi de cela. En Italie, on peut encore avoir, du fait du football par exemple, du sport, vous me direz c'est pas grand-chose, ça reste du sport, mais c'est encore au moins un moment fraternité, comme le dit très bien Régis Debray, où une élite partage ces moments-là avec une masse, et où les propriétaires des clubs sont des politiques, Berlusconi, sont des grands chefs de groupes industriels, la famille Agnelli à Turin pour la Juventus, etc. etc. C'est un point qu'on retrouve en Angleterre, mais pas pour les mêmes raisons, mais qui est plutôt absent en France. Où est-ce que j'en suis? J'espère que j'ai encore du temps. Oui. Je vous retiens encore pour un bon moment. Et le Sud là-dedans? Parce qu'on parle de Gênes, on parle de Florence, on parle de Rome, on parle de Venise, on parle de Pise. Mais où est le Sud là-dedans? Le Sud a une histoire parallèle, a une histoire à côté. Le Sud est toujours resté, lui, sous la coupe d'un seul envahisseur. Les Grecs, les Byzantins, les Espagnols, les Français. Ce qui lui donne une homogénéité et une certaine conscience commune. Ce que n'ont pas évidemment le nord des villes. Par exemple, il y a des terres qui prennent une conscience nationale au moment du pouvoir du Saint-Empire romain germanique, avec une personnalité très particulière qui est Frédéric II. Frédéric II qui est un empereur germanique, mais qui est plus un roi italien, parce qu'il a quand même mis que 2 fois le pied en Allemagne natale, et qui avait instauré une cour extrêmement originale pour son époque, je vous parle du XIIIe siècle, à Palerme, où il réunissait la totalité des cultures méditerranéennes, c'est toujours la même chose, qui s'était fait de médiateur entre les croisades et Saladin, qu'on avait suspecté, et même l'Église avait accusé d'être converti à l'islam, parce qu'il parlait arabe, etc., etc., etc. Encore une fois, Italie comme centre du monde. Je ne vous parle pas,
des Guelfes, des Gibelins, etc., etc. On passe très vite à l'unité italienne. Et là, j'aborde un point qui est un peu sensible, parce que l'unité italienne, elle se fait au détriment d'une puissance qui est celle du Sud. C'est l'Empire Bourbon. Au XIXe siècle, c'est peu connu en France, mais c'est un empire Bourbon, j'ai dit n'importe quoi, c'est un royaume Bourbon. On le sait peu en France, mais la dernière famille régnante dans le sud du royaume de Sicile ou du royaume de Naples, ça dépend de comment on l'appelle, est une famille de Bourbon. Et cet État a sa petite importance. C'est une puissance qui n'est pas négligeable en Méditerranée, qui a une puissance militaire, qui a une puissance économique. Et à ce moment-là intervient l'Angleterre dans notre débat, ce qui deviendra un débat tout à l'heure, mais notre conversation. Parce que l'Angleterre, à ce moment-là, puissance réticulaire oblige, tient la totalité de la Méditerranée. L'Italie est devenue l'Italie que l'on connaît du XVIIIe siècle, où les grandes élites européennes viennent s'y réfugier pour admirer et compter les beautés de la décadence italienne et des ruines romaines. L'Italie est en quelque sorte décadente, il n'y a plus rien. Et l'Angleterre tient tout en Méditerranée. Elle tient Crète, elle tient Malte, elle tient Chypre, elle tient l'Égypte, elle tient la Palestine, elle tient Gibraltar. Il lui manque 2 grands ports, Naples et Tarente, qui sont tenus par ce royaume Bourbon. C'est pour cela que l'Angleterre va voir d'un très bon œil le fait qu'un royaume du Nord, le royaume de Turin, le royaume de Savoie, la famille de Savoie de Piémont, veuille réunir l'Italie sous sa coupe. Et l'Angleterre va y aider largement avec ce qui à l'époque étaient les factions nationalistes, les factions patriotiques, qui étaient les francs-maçonneries. C'était le grand rôle des francs-maçonneries au XIXe siècle. Par la figure de Mazzini, qui est le grand-père de l'unité italienne. Vous avez Garibaldi, que je pense vous connaissez à peu près tous, qui est le bras armé de cette unité. Vous avez Victor Emmanuel, le roi de Savoie, et vous avez Mazzini, qui lui est le concepteur de cette unité. Ça ne se fera pas dans la paix et dans la bonne humeur, cette unification italienne, parce qu'il faut le dire, c'est une colonisation du Sud qui a eu lieu. Et lorsque Garibaldi débarque en Sicile, ce n'est pas à bras ouverts qu'on va l'accueillir. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes soldats du Sud qui vont être déportés vers la Ligurie et qui vont être exterminés en masse. Moi, je fais une parenthèse subjective, je ne veux pas réouvrir cette partie-là de l'histoire italienne, malgré qu'elle ait une grande importance aujourd'hui en Italie, dans les débats actuels, parce que je pense que dans la période particulière que vivent les pays européens, l'on n'est pas en période de pouvoir réouvrir des cicatrices qui n'ont pas encore cicatrisé correctement. On débattra de tout cela lorsque l'on sera prospère et puissant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je vous préviens, si vous allez en Italie et si vous vous promenez même sur un réseau social, vous verrez bien que la question du Sud revient continuellement. Parce que vu depuis les réalités d'aujourd'hui, et donc de l'appauvrissement terrible du Sud, et je ne suis pas suspecté d'être pro-Nord, puisque moi-même, j'ai des origines qui viennent du Sud. Donc c'est une question qui me touche, qui m'intéresse. Mais vous avez compris, je pense, mon point de vue. Il est d'ailleurs drôle de voir qu'on s'est longtemps demandé ce qu'était devenu l'argent de Naples. Et c'est le paradoxe de l'histoire, c'est une loi européenne de 2011 sur la transparence bancaire qui a démontré, qui obligeait de voir les fondateurs des banques, qu'on a découvert que l'or de Naples, de la Banque centrale de Naples, en 1860, a été effectivement pris par Garibaldi pour fonder la Banque de Saint-Marin, qui existe toujours, dans les détails. Mais Victor Emmanuel lui-même se plaignait en disant « Mais où est cet argent Garibaldi, il est bien gentil, il conquiert pour moi, mais moi je voulais voir l'argent de Naples, où est-ce qu'il est parti ?» Voilà, on l'a découvert en 2011. Je passe à donc l'unité italienne. Ah oui, parenthèse de l'unité italienne. La France est toujours quelque part. Hein. Vous savez, ma mère dit toujours, lorsqu'un avion s'écrase dans le monde, il y a toujours un Italien et un Français dedans. Et la France a un rôle dans l'unité italienne, puisque vous savez que
c'est par Pépin le Bref que le Vatican a eu, l'Église a eu le pouvoir temporel. C'est par la France qu'elle va le perdre, puisque c'est par la défaite de Sedan en 1870 que les dernières troupes françaises vont quitter Rome et que les troupes d'unité italienne vont pouvoir rentrer dans Rome et pouvoir l'annexer à la Nouvelle-Italie. Donc c'est pour ça que le processus a pris 10 ans, entre 60 et 71. C'est la victoire d'une partie de l'Italie, cette unification italienne. Parce qu'il va bien falloir s'en occuper de ce néo-État. Et il y a beaucoup de choses à faire. Sur qui se reposer? Sur les deux pôles qui ont une tradition étatique. Et qui a une tradition étatique capable de prendre à bras-le-corps l'Italie à peine née, Turin, par la monarchie de Savoie, et Naples, par sa tradition monarchique. C'est la victoire d'une tradition étatique tyrénéenne, c'est-à-dire c'est la victoire de la partie ouest de l'Italie dont je vous parle depuis tout à l'heure, et qui est en réalité l'identité de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est toujours pensé comme d'abord tyrénéen, la côte adriatique étant vue chez les Romains comme propriété des Celtes et des Grecs. Donc c'est la tradition étatique qui va prendre le pouvoir et qui va tenir l'histoire italienne jusque au fascisme. Puisque le XIXe siècle et le début du XXe siècle va être l'apogée de cette tradition-là, donc de la côte ouest. La côte est, qui est la tradition communale, celle des villes guerrières, celle des États-cités, celle qui est morcelée. À l'unité italienne, on a 7721 villes et communes en Italie, ce qui est quand même pas mal. 2242 sont en Lombardie sur une superficie de 8 km². Vous vous rendez bien compte de la différence qu'il y a entre le nord morcelé et le sud unitaire. Ce triangle, que l'on peut, c'est Galli qui le remarque, ce triangle de tradition communale qui fait Milan, Ravenne, Venise, on pourrait même intégrer la Toscane, va prendre sa revanche parce que c'est dans ce bassin-là que vont naître les trois traditions de partis de masse du XXe siècle italien. Les socialismes, le communisme, le fascisme et le catholicisme politique. Le catholicisme politique va gouverner l'Italie après 1945, le communisme et les socialismes et le fascisme. Est-ce que le fascisme, on l'intègre dans le nationalisme ou dans le socialisme? C'est un débat à part. Vont prendre leur revanche sur cette tradition-là. Pourquoi? Et c'est particulièrement le cas du Parti communiste. C'est que la base militante, elle vient de la tradition communale, du triangle dont je vous ai parlé, mais les chefs du Parti communiste, eux, viennent tous de Gênes, la Ligurie, de Turin, de la Sardaigne et de Naples. Togliatti, Amendola, Berlinguer, Gramsci, que vous connaissez tous. Gramsci, il est turinois. Berlinguer, il est de Sardaigne, parce que la Sardaigne était génoise, Occhetto, etc., etc., etc. Donc, les partis de masse vont permettre une certaine réelle réunification de ces deux traditions italiennes qui sont en perpétuelle dialectique dans toute l'histoire italienne. C'est le fascisme aussi, parce que le fascisme prend encore lui aussi, je vais être bref sur le fascisme, prend sa source dans cette tradition, prend sa base militante dans cette tradition communale et dans cette frange qui était le Rubicon dont je vous parlais tout à l'heure, et que Todd remarque très bien, parce qu'il montre que c'est un territoire, vous savez, les systèmes familiaux de Todd, qui forment l'idéologie, les religions, etc. Cette frange centrale de l'Italie que l'on va retrouver dans les résultats des élections qui ont eu lieu en mars dernier, cette tradition-là, elle est verticale au niveau familial entre le rapport père-fils et elle est horizontale entre les enfants. Donc elle est égalitaire et hiérarchique. C'est le Parti communiste et c'est le fascisme, d'une certaine manière. Camaraderie et égalité au niveau du parti, mais structure dure. C'est en cela qu'il faut comprendre aussi le fascisme. Je ne rentre pas dans un débat sur le fascisme, dans un exposé du fascisme, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Ce que je vous demande simplement de retenir, c'est cette phrase d'un parlementaire italien au moment de 1871, de la création de l'Italie. L'Italie est faite, maintenant à nous de faire l'italien. Et l'italien n'a jamais été fait. Pendant toutes les années 10-20, l'Italie est réduite à une Italie rustique, arriérée, agricole, analphabète. Et les années 20
vont être un bouillon de mouvements qui vont tenter de donner cette unité à l'Italie et surtout de créer l'italien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Caporetto, c'est la grande défaite qui annonce la victoire de l'Italie à la Première Guerre mondiale, en 1917, si je ne dis pas de bêtises, contre l'Autriche. Vous avez des jeunes Italiens, des jeunes soldats italiens de 17, de 18, de 20 ans qui ne parlent même pas la même langue. Par le fascisme et par les médias de masse, en 1945, on peut dire que l'on a une unité italienne, ça c'est clair. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, Mussolini, le fascisme, parce que bon, le fascisme, moi je suis de l'avis de Montanelli, qui était un autre très grand journaliste italien qui est mort depuis longtemps, disait il n'y a pas trois fascismes, on peut découper le fascisme en trois phases, mais ce ne sont pas des fascismes, ce sont plutôt des mussolinismes, ce sont des césarismes. Le mussolinisme est un césarisme. Et encore une fois, l'ambiguïté de est-ce que c'est une monarchie, parce que Mussolini est quand même, certes il y a la marche sur Rome, mais il est nommé par le roi, parce que ça reste une monarchie, et il est destitué en 1943 par le roi. Monarchie qui, elle, va être défaite en 1946 par un référendum. Donc on n'a pas du tout la même acception de république et monarchie en France qu'en Italie. La monarchie va perdre avec 48% et 52% pour la République. Et qui a voté la République? La tradition communale du Nord. Qui a voté la monarchie? La tradition monarchique du Sud. Je passe sur... j'aurais eu beaucoup de choses à vous dire sur les années de plomb. Ah oui, ici, une dernière chose sur Mussolini que je voulais dire. On a souvent analysé le mussolinisme comme un machiavélisme. C'est en partie vrai. Mais rappelez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. Les élites italiennes et cette faculté machiavélienne. Vous savez que le grand but de Machiavel, on en fait un espèce de monstre qui a inventé la politique brutale et réelle. À ceux qui pensent cela, moi je leur proposerais cette citation, parce que vous savez, Machiavel, son objectif, c'était l'État riche, les hommes pauvres, pour que le bien commun ait lieu. Et si on me dit que c'est pré-communiste et pré-totalitaire, je vous propose la phrase de Sylla qui est quand même pas, qui est pas né hier, qui disait que mon ambition n'était pas d'avoir, que son ambition n'était pas d'avoir une vaisselle d'or, mais d'avoir le pouvoir de disposer de ceux qui en possèdent. Pourquoi je passe, bon, on n'a pas le temps, mais je passe quand même rapidement sur la mafia et sur les années de plomb. La mafia est quelque chose dont il faut sortir de la vision bucolique. Moi, je suis un grand fan du film du Parrain. Le Code d'honneur, par contre, oui, grand film, hein, non, grand film, mon film préféré. Je préfère le 2 que le 1 d'ailleurs. Mais il faut sortir de la vision bucolique du Code d'honneur, de l'omerta, et ce que l'Italie naissante, le pouvoir central italien, a essayé de vendre comme idée, c'est-à-dire d'une Italie, d'une mafia, qui serait l'héritière des résistants de cette royauté qu'on a détruite pour faire l'unité italienne. On les a appelés les brigands. Ça n'a rien à voir, la résistance a bien eu lieu, ça n'a rien à voir avec la mafia. La mafia, c'est un groupe de brigands siciliens qui ne connaissaient aucune unité, qui vivaient sur leur raquette de la culture du citron, et qui ont connu une unité italienne, et ça c'est pas moi qui le dis, je vous ai même amené le livre pour vous le montrer, c'est John Dickey, grand historien américain de la mafia, livre que je vous conseille aussi, La mafia sicilienne de 1860 à nos jours, Cosa Nostra, et qui explique que c'est à ce moment-là, en 1875, où on invente le terme de stratégie de la tension. Parce que qu'est-ce qu'organisait le pouvoir politique romain? Il disait on n'arrive pas à s'installer dans le sud de l'Italie et en Sicile. On va mettre des policiers en civil et on va leur donner ordre d'aller donner des coups de couteau dans la foule au hasard. Et ensuite, on va accuser la mafia. Ça a donné quoi comme conséquence? On a renfermé sur un terme la mafia. Ce qui fait que, par dialectique, elle a été obligée. Elle s'est dit, l'État italien naissant nous fait la guerre, on va se structurer. Et deuxièmement, c'est pour ça que jusqu'en 1970, il était impossible en Italie de parler de mafia. On vous riait au nez. On vous disait, non mais c'est le caractère sicilien cela. C'est une espèce de fierté nationale, il n'y a pas de criminalité organisée, etc. Et il faudra attendre la mort de Borsellino et de Falcone pour qu'on voit la réalité de ce qu'est la mafia, c'est-à-dire le cancer de l'Italie, et qui a réussi à s'infiltrer
dans les pouvoirs politiques italiens dès la naissance du pouvoir italien, de l'État italien, et par deuxième vague, lors de la libération de l'Italie, et par la récompense que les pouvoirs américains donnent à la mafia pour l'aide qu'elle lui a apportée, Lucky Luciano, hein, qui est sorti de prison à ce moment-là, et qui avait largement aidé les troupes américaines pour le débarquement en Italie. Stratégie d'attention qu'on retrouve justement 100 ans après, avec ce que vous connaissez sûrement, les années de plomb, où on a organisé des guerres entre des factions d'extrême droite et d'extrême gauche, avec le fameux problème, le cauchemar du communisme, qui paralyse le pouvoir politique et la vie politique italienne pendant tout ce temps. Pourquoi? Encore une fois, l'Italie est en centre. L'OTAN a une prérogative, c'est que l'Italie ne doit pas tomber dans le giron de l'influence communiste, car ce serait la fin. L'Italie est la première base de l'OTAN en Europe. C'est le premier allié de l'OTAN en Europe. La base est à Naples. C'est pour ça aussi que, par réaction, le Parti communiste italien est le plus puissant d'Europe à l'époque. Et puisque la Deuxième Guerre mondiale a été doublée d'une guerre civile, toutes les armes sont dans les caves italiennes. Et ça peut exploser à tout moment. Donc il y a cette menace qui est perpétuelle. On en vient aujourd'hui. J'ai été long, je suis désolé. J'ai encore du temps? Oui. On en vient aujourd'hui, et c'est que je pense vous intéresse. Comment voulez-vous, dans un pays qui s'appelle l'Italie, où on a eu un phénomène comme celui d'un président du Conseil de la République qui convoque les chambres pour expliquer que oui, il y a eu des armées secrètes de l'OTAN organisées en Italie, dont le pouvoir exécutif n'avait absolument pas connaissance depuis 40 ans. Si vous voulez, le mot conspiration ou le mot complotisme en Italie, il a une toute autre acception qu'en France. Parce que comment voulez-vous faire confiance à un État qui a en son sein une armée étrangère entraînée et surarmée qui en fait contrôle la politique italienne? On en trouvera en Belgique, on en trouvera en Allemagne, on n'en trouvera pas en France. Le président Mitterrand a dit qu'il n'y en avait pas en France. Bon, c'est vrai que le général de Gaulle avait fait le travail, puisqu'en 1966, il avait, croyons le président Mitterrand. Et comment voulez-vous faire confiance à un pouvoir exécutif qui d'ailleurs n'existe pas? Parce que je vous rappelle qu'en 1945, il y a une très bonne... 1946, les Italiens, mais en fait c'est surtout les Américains qui vont influer sur l'écriture de la Constitution italienne. Vous savez qu'en Allemagne, on a fait un raisonnement à peu près sain. On s'est dit, Hitler, c'est l'exécutif. Il est né de l'absence d'exécutif de Weimar. Donc il faut créer un exécutif, mais qui est contrôlé. En Italie, on va faire le raisonnement totalement inverse. On va dire, Mussolini, c'est l'exécutif, donc l'exécutif, c'est le mal, et on va faire une bonne République, 3e, 4e République française, sans exécutif, uniquement législative, qui nous donne le système politique le plus compliqué d'Europe. Nicolas m'a dit qu'en Espagne, lorsque la politique devient incompréhensible, ils se disent eux-mêmes qu'ils deviennent italiens. Un pouvoir faible, un pouvoir où la permanence n'existe pas, et qui du coup crée une Italie ingouvernable. Ajoutons à ça la régionalisation, qui, on pourrait dire, oui mais ça va dans le sens de l'identité italienne. Oui mais vidée de toute réalité, de tout pouvoir, elle ne sert à rien. Elle-même représente un poids. On en arrive à ce qui s'est passé dernièrement. Je vous disais comment croire dans la politique lorsqu'on a des discours de ce genre. Comment croire à la politique aussi lorsqu'on en a eu Tangentopoli en 1991, la totalité du personnel politique est déchu par une grande entreprise judiciaire qui relèvera qu'en fait les 2 tiers de la classe politique italienne étaient corrompus. Et c'est cela que la politique italienne, dont la politique italienne pâtit depuis toutes ces années. Et on en arrive à 2011, où Berlusconi est chassé du pouvoir
par des pouvoirs qui trouvaient qu'il faisait un mauvais travail, c'est-à-dire Confindustria, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est-à-dire plusieurs autres puissances économiques en Italie. Et on assiste à ce qui, en France, ne serait jamais possible, c'est-à-dire, jusqu'à hier, on a eu 4 chefs de gouvernement non élus en Italie. On a eu Monti, on a eu Letta, on a eu Renzi, on a eu Gentiloni. En France, je pense, on est encore capable de faire une révolution et de tout casser si jamais on se retrouvait avec un président qui n'était même pas élu démocratiquement. Je ne parle pas des conditions, mais je dis non élu. En Italie, ça a été accepté de cette manière, et je pense qu'on est le seul pays dans le monde où on fait une différence entre gouvernement technique et gouvernement politique, ce qui montre bien à quel niveau on en est. Arrive 2013 et la naissance de 5 étoiles. Qu'est-ce que c'est 5 étoiles? Évidemment, ce n'est pas sur les médias français que l'on va compter pour vous expliquer ce que c'est. Beppe Grillo est un humoriste qui a toujours été extrêmement subversif et très drôle, je dois le dire, dans ses spectacles qui en réalité étaient déjà des meetings politiques, où il faisait une énorme critique de la société de consommation, qui vous disait que les nouvelles églises sont les supermarchés, qui avait déjà une sensibilité écologique, et surtout qui était connu pour une certaine vulgarité quand il s'adressait aux classes politiques italiennes. Et c'est le fameux Vaffa. Je ne vous dis pas la traduction, mais c'est une abréviation que vous pourrez sûrement comprendre. Il a dit on doit en faire le mot d'ordre. Et c'est le mot d'ordre que ce mouvement, cette nébuleuse qui va naître, qui est une nébuleuse qui part du principe il faut parler à tout le monde. On a énormément de ressources, on a une classe politique qui est incrustée là depuis trop de temps. On va s'inspirer de tout ce qui se passe, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ça, c'est le mouvement 5 étoiles. Et en 2013, il rentre de manière fracassante dans le Parlement italien avec un certain succès. Mais parlementarisme oblige, ça ne donne rien. Il va falloir attendre la crise économique catastrophique que connaît l'Italie, 3e puissance européenne, le Sud est moribond, et je pèse mes mots. Il y a des endroits où la situation est digne du tiers-monde, du 4e monde. Le chômage chez les jeunes atteint des summums. Pourtant, l'Italie, c'est comme le Japon. L'Italie, c'est une dette privée qui, en réalité, est assez basse. On pourrait même dire, quasiment parler de peuple protestant pour ce qui est de l'Italie sur les économies. Mais une dette publique extrêmement grande. Mais qui vient de quoi? Qui vient d'un système de banque. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans l'identité italienne, le grand pouvoir bancaire italien, qui a été traité d'une manière absolument incroyable par des réformes voulues par l'Union européenne. Arrive la Ligue, ou plutôt ce qui était avant la Ligue du Nord. La Ligue du Nord, c'était un parti, pas de témoignage, mais c'était un parti assez ridicule, qui réclamait l'indépendance de la Padane, et qui en 1997 a vu son chef Umberto Bossi déclarer unilatéralement l'indépendance de la Padane. Ça s'est réglé en 2 heures et en 3 coups de filet. C'était une passade assez ridicule. Heureusement, on n'en a pas trop parlé à l'étranger parce que l'Italie se serait ridiculisée. Mais arrive le moment fondamental où c'est Salvini qui prend le pouvoir, Matteo Salvini, qui nationalise le discours, principalement et premièrement, et qui va étendre son discours à un souverainisme particulier, puisque c'est un souverainisme qui ne connaît pas réellement la question identitaire, qui ne connaît pas le débat que l'on connaît en France, si on doit faire un parallèle, entre la fameuse controverse identité ou souveraineté. Parce qu'en Italie, c'est la même chose. C'est la même chose, pourquoi? Parce que principalement, premièrement, la diabolisation n'est pas possible, pour plusieurs facteurs, ce serait trop long d'en parler. Manque de centralité des médias, donc de l'information, manque de centralité du pouvoir au niveau géographique, parce que Rome est la capitale, mais est-ce que Rome est le pouvoir économique? Non. Manque de centralité au niveau de l'information et des médias. Et ensuite, l'Italie n'est pas une terre d'immigration.
Donc, si vous voulez, lorsque un Salvini fait des déclarations qui peuvent choquer certaines personnes de confession musulmane, il n'y a pas de corps électoral musulman en Italie. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un ressort électoral. Donc, le diaboliser, oui, certes, ça peut le mettre en porte-à-faux par rapport à son discours, mais pas par rapport à des électeurs ou par rapport à un Italien qui dirait c'est scandaleux, on met de côté certaines personnes, certains citoyens italiens. La campagne va être très rude, je ne reviens pas sur les longs mois qui ont suivi la débâcle du renzisme, le renzisme qui est celui qui a imposé le Jobs Act, qui est la réforme du travail que Emmanuel Macron a instauré à l'époque de François Hollande, qui va être remise en cause certainement assez rapidement d'ailleurs, parce qu'elle a fait énormément de dégâts en très peu d'années. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement ces deux pouvoirs, ces deux populismes, vont prendre le pouvoir de manière étonnante. Parce que ce que l'on s'attendait, les principales questions que l'on s'attendait à l'issue des urnes, c'était quoi? C'était combien va faire le mouvement 5 étoiles et combien Berlusconi aura d'avance sur Salvini, qui lui a de plus en plus de succès. Et Renzi avait mis toutes les cartes en main de son côté, puisqu'il avait fait une loi électorale qui avantageait les coalitions. Donc celle de gauche et celle de droite. Surprise double, le mouvement 5 étoiles fait 33% seul, et Salvini est largement devant Berlusconi dans la coalition de centre-droit. On se retrouve dans, encore une fois, vous savez, le flou politique italien, dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui gouverne. On a un parti qui est victorieux seul, et on a une coalition qui est victorieuse seule. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça a été les 2 fameux mois d'éternelles et continuelles négociations pour savoir ce qui pouvait se passer. On en arrive au gouvernement Conte. La Lega et 5 étoiles se mettent d'accord et nous donnent un visage extrêmement cohérent avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'Italie, puisqu'on a 2 populismes qui parlent à deux traditions différentes, celle étatique et celle communale. On a le 5 étoiles qui fait des ravages dans le sud parce qu'elle se pose plus sur un terrain social et sur la question du chômage, qui touche évidemment le sud. Et la Ligue du Nord qui, elle, a des arguments qui touchent plutôt une classe moyenne aisée et moins aisée, artisanale, de petits patronats, de petites entreprises, sachant que le nord de l'Italie, c'est le tissu, c'est le poumon économique de l'Italie, puisque c'est une myriade d'entreprises qui est la seule zone économique industrielle qui peut faire le poids face à la Rhénanie. C'est pour ça que l'Allemagne a entièrement investi ces régions-là et ne regarde absolument pas le sud. Aujourd'hui, en tout cas jusqu'à hier, l'Allemagne, le nord de l'Italie est totalement intégré dans la Mitteleuropa. Et ces 2 populismes se regardent en miroir. Voilà pourquoi leur accord de gouvernement avait une certaine cohérence. D'autant qu'ils se mettaient d'accord sur plusieurs questions fondamentales, qui est évidemment le chômage, la relance, la fin de l'austérité, la relance, la question migratoire et la question européenne. La question européenne, Luigi Di Maio est revenu dessus. Il a fait une Tsiprasite. Et pendant la campagne, il a renié absolument tout ce qu'il avait dit, et pourtant il en avait dit sur l'Union européenne et sur l'euro. Et d'une certaine manière, il a laissé Salvini sur ce terrain-là, qui lui, Salvini, est toujours resté sur ce point-là intègre. C'est-à-dire, il a toujours dit, moi je sais que je parle à la petite classe entrepreneuriale et aux retraités. Je prends un tableau, c'est ce qu'il fait pendant les meetings ou lorsqu'il est invité sur un plateau télé, et il vous dit, vous les retraités, l'euro vous coûte tant, si vos enfants sont au chômage à cause de l'euro, vous devez prendre en charge leur logement, parce qu'en Italie, il y a encore une quantité terrible de personnes qui ne vivent pas chez eux, mais qui vivent encore chez les parents, ça vous coûtera tant, etc., 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 etc. Vous, retraités, vous croyez que l'euro vous rapporte parce que vous êtes retraité, en réalité, ça vous coûte tot. Voyez ? Exactement pareil pour les migrants. Salvini ne l'a absolument pas mis sur la question identitaire. Il n'y a pas de débat sur qu'est-ce que la patrie italienne, comment se placer sur la question identitaire. Il l'a pris, c'est une question qu'il a pris du côté économique.
Et je rappelle quand même que l'Italie a accueilli ces 3 dernières années plus de 700 000 migrants, qu'elle n'a pas demandé, à l'inverse de Berlin. Donc, ces deux populismes qui se répondent se présentent face au président Mattarella. Et c'est le grand sketch auquel vous avez eu droit, que je pense que vous n'avez pas forcément compris, parce que moi j'ai essayé de comprendre par rapport aux médias français, il n'y avait rien à comprendre, parce qu'on ne vous expliquait rien. On vous disait que l'extrême droite était arrivée au pouvoir, etc. Qu'est-ce qui se passe? On a la proposition d'un ministre de l'économie qui serait eurosceptique. Le mot est lâché. Mattarella dit non. Le président de la République n'en a pas le droit constitutionnellement. Il y a eu un grand débat là-dessus. Il n'en a pas le droit parce que ce n'est pas inscrit dans la Constitution italienne de manière claire. Il n'a qu'un pouvoir de contre-seing, mais on ne sait pas s'il peut nommer ou il ne peut pas nommer. Mais l'acception jurisprudentielle de la chose nous apprend que le président ne peut refuser un ministre que pour 3 raisons. S'il y a une question judiciaire qui pose un problème, s'il y a un problème de corruption et s'il y a un problème de conflit d'intérêts. Il n'en est absolument pas le cas. Il n'en est absolument pas le cas pour Savona, qui est un professeur émérite d'université reconnu de 82 ans, qui a une grande carrière derrière lui. Président Mattarella est très sincère. Il dit c'est parce qu'il a des positions contre l'euro. Alors que le président n'a pas le droit de refuser un ministre pour une question politique. Donc soit il va contre ses propres prérogatives, ou alors l'euro est une question supra-politique. Et alors ça pose la question de dire, bon, bah alors les partis qui prônent une sortie de l'euro sont des partis qui sont en dehors de la constitutionnalité, qui doivent être interdits dans ce cas-là. Encore une fois, l'ambiguïté italienne. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que je vous répète depuis tout à l'heure, les petits bois et les petites ficelles, s'arranger avec peu. Que vont proposer, et le machiavélisme des élites, que vont proposer Di Maio et Salvini? Ils vont dire très bien, on ne veut pas de nous sur un ministre eurosceptique, on va lui en proposer un deuxième. Et là, il ne pourra pas dire non. Parce que s'il dit non, là, ça pose vraiment problème. D'autant que Di Maio avait pensé à mettre en grange la procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution du président, ce qui ne s'est jamais vu depuis la naissance de la République italienne. Et il propose Giovanni Tria. Giovanni Tria qui comble du comble, et c'est là où on voit aussi l'humour de Di Maio et de Salvini, c'est celui qui avait protégé Savona en 2016, qui l'avait défendu par un article qui est assez, je pense, se passe de commentaires. Je vous explique pourquoi la concurrence en Europe est faussée du fait de l'Allemagne. Mattarella accepte. C'est le délire européen. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on m'a souvent posé la question, et c'est vrai que c'est une vraie question que je me suis posée, pourquoi en Italie la question de l'Europe et de l'euro, quelles que soient nos positions sur la question, est largement ouverte et largement possible en Italie. Vous avez des plateaux de télé tous les jours, ou pas tous les jours, mais quasiment, dans les émissions politiques, où vous avez un camp qui est pro. Je commence à faire des bêtises, je parle d'euro, il se passe des choses. Vous avez un camp qui est contre, vous avez un camp qui est pour, et parfois même le journaliste est contre l'euro. Et vous dites, oui, mais non, mais ça suffit, l'euro, etc. Vous avez vu depuis qu'on est dans l'euro, blablabla, blablabla. Chose absolument impensable en France. On serait rêvé. Vous imaginez Ruquier dire, oui, je suis contre l'euro, l'Union européenne, je ne suis pas d'accord. Chose impensable en France, et je me suis souvent demandé, mais pourquoi c'est possible en Italie et pas en France ou dans un autre pays? Et à cela, c'est un grand économiste qui a été élu à la Chambre et qui est Alberto Bagnai, qui est un peu le Jacques Sapir italien, qui y répond. Parce qu'on lui pose la question. On ne lui la pose pas de cette manière-là, mais il répond à la question. Il dit, c'est vrai, je me suis promené en France, je me suis promené en Allemagne, je me suis promené en Angleterre, en Espagne. Et il n'y a que chez nous que c'est possible ce débat. Pourquoi? Parce qu'en Italie, nos élites nous ont toujours dit la vérité. Comme je vous disais tout à l'heure, la séparation des élites et de la masse, elle existe évidemment, mais elle est ténue.
Et finalement, le parlementarisme ajouté à cela, il y a une certaine sincérité. Ça manque de langue de bois en Italie. Pourtant, l'Italie passe pour un peuple menteur. La classe politique ne connaît pas cette langue de bois et fait que dès 99, on a un Romano Prodi qui vous dit mais oui, absolument, l'objectif c'est le dépassement de l'État-nation, c'est faire la grande Europe, c'est M. Kohl qui m'a dit que ça ne prendra pas 2 jours parce que Rome ne s'est pas faite en 2 jours, mais c'est bien l'objectif. Donc le sujet est pris d'une manière beaucoup plus technique qu'idéologique. Vous voyez ce que je veux dire? Et preuve que c'est pris d'une manière technique, c'est que personne ne hurle lorsque l'autre grand économiste qui a été élu à la Chambre et qui s'appelle Claudio Borghi a proposé ce projet depuis longtemps, et il est élu au Sénat. Hein. Non, Bagnai est au Sénat et Borghi est à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, qui s'appelle les mini-bots. Comme je vous dis toujours, hein, des ficelles et des petits bouts de bois. Comment l'Italie a l'intention de sortir de l'euro? D'une manière très douce. Car, évidemment, les textes européens interdisent de mettre en circulation une monnaie parallèle. Mais personne n'interdit de mettre en circulation des bons du Trésor. Et si l'on met en circulation des bons du Trésor en euros, il n'y a pas de problème, c'est des bons de Trésor en euros. Le problème, c'est que, comme vous-même, vous n'allez pas tous les 5 matins réclamer votre équivalent en euros à votre banque, si l'on diffuse et l'on met en circulation des bons du Trésor en euros, tous les 4 matins, vous n'allez pas réclamer vos euros à la banque. Donc finalement, personne n'emprunte. Parce que ce sont des bons du Trésor qui ne solliciteront la Banque Centrale Européenne qu'au moment où ils seront réclamés. Donc ça permet une inflation, une fausse inflation, mais une vraie inflation dans la réalité. La fameuse inflation dont l'Italie a besoin, car elle est d'une identité monétaire latine, comme l'est la France, qui a besoin d'une monnaie faible. Petit détail, quand Borghi a présenté les billets de banque, il y a les grands personnages de l'Italie, et il y en a un où c'est Giuseppe Rossi qui... Non, c'est Stavecchio, qui fête son but contre l'Allemagne en 82. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Tout ça pour dire que l'Italie est toujours au carrefour de 2 mondes, ou de 4 mondes. Vous voyez bien la situation migratoire actuelle. L'Italie est la porte d'entrée de l'Afrique vers l'Europe. Salvini se fait maltraiter dans tous les médias européens, mais ce qu'il est en train de faire, en réalité, ressemble énormément, pour le peu de pouvoir qu'il a pour l'instant, à ce qu'avait fait le ministre de l'Intérieur précédent, Minetti, qui était, lui, pour le coup, qui avait fait un vrai travail, c'est-à-dire d'aller parler directement avec les tribus libyennes, d'aller parler directement avec la Tunisie. Et pendant que Salvini se fait insulter de partout, qui fait un communiqué de félicitations pour le complimenter? Les gardes-côtes libyens. Vous voyez le paradoxe. Lorsqu'il a demandé aux Tunisiens, il faudrait vérifier cette information, mais lorsqu'il a rencontré les Tunisiens, le ministre de l'Intérieur s'est fortement opposé à lui, il a été destitué de son poste dans la journée. Parce que la Tunisie voit bien le grand problème qui est pour elle de ce qui se passe en Libye. Libye, que les Italiens mettent sur le compte de la France. Ce sera une dernière phrase dont je ferai la conclusion. Faut que je coupe ou ça va encore? Très bien. Moi, je peux rester toute la nuit. Et Salvini se fait insulter évidemment par toutes les sphères médiatiques, mais ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la formation du gouvernement. Parce qu'encore une fois, le vrai visage de certaines élites s'est révélé. En Italie, il y a eu un mouvement de scandale envers certaines unes allemandes et certaines déclarations de commissaires européens allemands qui se passent de commentaires. Lorsque vous expliquez que les marchés financiers apprendront à voter correctement les Italiens, lorsque certaines personnes se permettent dans certaines tribunes d'expliquer qu'au moins
les mendiants remercient quand on leur donne l'aumône, et que lorsqu'on est un peuple pilleur et farniente, on ne change pas. Ça a fait grimper Di Maio et Salvini de 10 points. Et les sondages sur la question européenne en Italie, on ne les entend pas trop. Je pense que si on fait un référendum là maintenant tout de suite, l'Italie ne sort pas de l'Union européenne. Mais si certaines élites européennes continuent de cette manière-là, elles vont avoir des 70, des 80 et même des plébiscites sur des places, je pense. Tout ça pour dire que, pourquoi je dis toujours au milieu d'un carrefour? Parce que l'Italie, dans cette phase qu'elle est en train de passer, est en train de se réouvrir au monde. Elle a énormément d'intérêt, je vous rappelle toujours, hein, Orient-Occident. Elle a énormément d'intérêt et elle a une grande amitié avec l'Égypte, qui a été mise à mal dernièrement, mais pour des raisons autres. L'Italie a de fortes alliances en Israël et dans la région du Moyen-Orient, avec la Syrie, énormément d'intérêts économiques en Iran, énormément d'intérêts économiques en Russie. Ce qui fait que Salvini, Di Maio, la coalition Lega 5 étoiles, a une position qui est russophile, ou plutôt pour la fin des sanctions envers la Russie, mais réaffirme son appartenance à l'OTAN. Et là, pourquoi je vous dis toujours carrefour entre deux mondes, c'est que je pense, et ça c'est une théorie qui est mienne, là aussi je suis tout à fait prêt à en débattre, le jour où Di Maio et Salvini présentent leur deuxième gouvernement à Mattarella, il y a un changement de cap. Parce que lorsque Mattarella a refusé la première fois, il avait Bruxelles derrière lui et il avait les élites allemandes qui faisaient des unes absolument immondes sur l'Italie. Le jour où le deuxième gouvernement a été proposé, c'est le même jour où Donald Trump a décrété les sanctions envers l'Union européenne qui touchent principalement l'Allemagne, notamment sur l'acier et sur d'autres métaux. Est-ce que Mattarella n'avait pas Bruxelles derrière lui la première fois, mais n'avait pas l'ambassade américaine devant lui la deuxième fois? C'est-à-dire que Steve Bannon crie sur tous les toits et dans tous les médias que c'est lui qui a appelé Salvini le lendemain des élections pour le convaincre de faire l'alliance avec Di Maio pour détruire le clivage droite-gauche, ce qui s'est passé, et pour faire un front souverain en Italie. Moi, je pense que Washington voit d'un très bon œil, en tant que puissance anglo-saxonne, que dans un continent qui est maintenant trop sous l'hégémonie allemande, un gouvernement anti-berlinois se constitue dans un pays qui lui est favorable et depuis longtemps allié. Je crois que je me fais comprendre. Ce qui montre que si l'Italie continue de cette manière, elle va tout doucement se désamarrer de l'Union européenne, mais pour en revenir en force en Europe, parce que c'est ça le problème, en tant que Français, c'est que si l'Italie sort de l'Union européenne, on a des économies, on a des secteurs d'économie sur lesquels les Italiens nous bouffent, et notamment sur les questions manufacturières et industrielles. Si la dévaluation monétaire se fait, les prix seront imbattables. C'est la France qui va payer ces pots cassés. Conclusion. Quoi dire du côté français? La France a une position particulière pendant ce qui s'est passé en Italie. Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a rappelé à l'Italie que son avenir était en Europe. Et M. Macron a fait ses félicitations d'un premier coup à Mattarella, puis ensuite à Salvini, puis ensuite au 5e président de la Chambre non élu qui devait avoir lieu, puis finalement a dit ce qui se passe est un scandale. Et il y a je crois que c'est un chef d'une cellule de la République En Marche qui a dit que c'était une vomissure, ce qui s'est passé en Italie. Il faut comprendre une chose, pour nous Français, c'est qu'il y a un ressentiment anti-français qui est en train de monter en Italie d'une manière catastrophique. Les Italiens les plus nuancés vous disent « Mais pourquoi la France se fait de cachex de l'Allemagne ?»
Les Italiens moins nuancés vous disent « Ah, mais le couple franco-allemand, nous, on y croit. C'est un couple franco-allemand qui est fait pour nous appauvrir et qui veut notre destruction. » Et quand vous avez, encore une fois, je prends l'image des plateaux italiens, mais parce que ça vous donne aussi une température d'un peuple. Lorsque vous avez des débats où on vous demande, selon vous, monsieur le parlementaire, monsieur l'invité, monsieur, etc., pour vous, c'est qui l'ennemi héréditaire principal de l'Italie? C'est la France ou c'est l'Allemagne? La Libye a été terrible. Parce que nous sommes vus comme les principaux responsables. Vus comme responsables non seulement de la catastrophe qui s'y est passée. Moi, j'ai fait un mémoire sur les conséquences géopolitiques de la Libye. Mais parce que ça a été un remplacement de l'influence italienne. Parce que c'était l'Italie, historiquement, qui était installée en Libye. Ajoutez à ça la guerre économique terrible qui est en train d'avoir lieu entre la France et l'Italie. Je ne parle pas de Naval Group, je ne parle pas de Fincantieri, je ne parle pas de Mediaset. Beaucoup de grands groupes sont rachetés en ce moment par les Français en Italie. Vous ajoutez à cela la Syrie et les frappes syriennes qui ont eu lieu pile au moment de la campagne italienne, dont Di Maio et Salvini ont fait les choux gras, évidemment, puisqu'ils ont dit « Attendez, si l'Union européenne c'est ça, c'est nous mener encore dans des guerres dans lesquelles on a tout à perdre et rien à gagner, vous voyez bien ce qui se passe et où est le problème. » Je pense qu'il est important que les Français s'en rendent compte. Et qu'on essaie de le résoudre, puisqu'on parle quand même d'un ressentiment qui monte dans un peuple qui nous est le plus cousin. La France et l'Italie ont une histoire incroyable. Armand Collin a édité un très beau livre d'un collectif qui s'appelle « Histoire de l'Italie et de la France de 1660 à nos jours », je crois, qui est absolument splendide. Nous sommes deux grands peuples latins, nous sommes deux grands peuples marins, nous sommes deux grands peuples alpins, nous sommes deux grands peuples cousins. Conclusion, j'aurais eu encore plein de choses à vous dire, mais je vais arrêter là pour les questions. Que va devenir l'Italie? Rappelez-vous ce que je vous disais, la structure italienne, c'est la famille oligarchique. Et l'esprit bout de ficelle cordelette, se débrouiller, et l'esprit machiavélien. Le peuple italien, c'est un peuple qui a par habitude de... Enfin, on ne fait pas de généralité évidemment, mais si je suis là sur cette conférence, c'est quand même l'objectif. C'est de vous donner quand même un trait de caractère. Et ce trait de caractère, c'est que c'est un peuple qui préfère miser peu, gagner peu, mais beaucoup de fois. Ce n'est pas un peuple qui mise beaucoup pour gagner énormément. C'est pour ça que je vous dis qu'il est toujours à l'angle de l'histoire. Il ne sort jamais de l'histoire. Et même lorsque l'on croit qu'elle est morte, que l'Italie est morte, elle n'a pas objectif à triompher. Elle n'est pas une petite nation parmi les grandes. Elle est une très grande nation parmi les moyennes, celles qui sont, vous voyez, qui sont toujours quelque part. Et qui a toujours eu cette obsession de la puissance romaine, évidemment. Et D'Annunzio disait « Aime ton rêve, même s'il te tourmente ». Mais comme dit très bien Régis Debray, la nostalgie est mauvaise, la mélancolie est bonne. Parce que c'est elle, par le souvenir, non pas triste, qui vous ramène en arrière et qui vous tire vers le bas, mais c'est celle qui vous permet de faire de grandes choses et de dépasser ce que vous avez fait précédemment. Montanelli, que je citais tout à l'heure, disait à la question « Qu'est-ce que vous voyez comme avenir de l'Italie ?» Il disait « Pour les Italiens, un grand avenir. Pour l'Italie, aucun. » Il parlait dans les années 90. Parce qu'il disait « On a tout, on sait tout faire. On peut tout faire, on n'en a pas les structures, on n'en a pas, vous voyez, on n'en a pas cordelette, bout de ficelle. Mais parce qu'il faut se sortir de cette idée de puissance et de triomphe. On peut vivre à une certaine échelle. Et surtout, dans le monde à venir, je pense que c'est cette intelligence-là, comprendre quelles sont nos ressources et au mieux pouvoir les exploiter, qui va faire la différence. Je finis encore sur D'Annunzio. Où va l'Italie? Après, quelle est l'identité Italie? Lorsqu'il changeait de camp au Parlement italien d'un camp à l'autre. Et j'espère que c'est mon souhait en tant que Français, que c'est ce que l'Italie pourra se dire, je m'en vais vers la vie, je m'en vais vers la vie. Voilà, je vous remercie.